Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Donc, alors, on va rentrer un peu dans l'épidémiologie de la maladie. Au niveau de l'épidémiologie de la maladie, l'infection est sporadique et imprévisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sporadique? Eh bien, ça veut dire que ça peut apparaître sans qu'il n'y ait des signes avant-coureurs. Ça apparaît ici et là. Et tu ne peux pas prévoir dans quelles conditions ni comment la maladie va apparaître. Mais nous savons qu'il y a des zones à risque. Et les zones à risque sont par exemple les zones des lacs. Si vous allez par exemple dans la région de Lambaréné, d'ailleurs, les premiers cas d'ulcère de Bureli au Gabon ont été documentés à Lambaréné, ok, dans la région des lacs. Mais nous savons également que l'ulcère de Bureli se retrouve dans d'autres endroits du Gabon, y compris dans l'estuaire, dans le Wellington, dans plusieurs provinces du Gabon. Mais le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas un bon programme de suivi de l'ulcère de Bureli au Gabon. J'étais en contact avec une personne qui avait été responsable du programme de l'ulcère de Bureli au Gabon. Alors, on est dans les années 99. Non, pas dans les années 99, c'est pas vrai. Euh, 2008, dans les années 2008, oui, on est dans les années 2008. Je suis allé au Gabon pour une campagne de sensibilisation contre l'ulcère de Bureli. J'ai rencontré le responsable du programme de l'ulcère de Bureli. Cette personne qui était responsable du programme de l'ulcère de Bureli, alors me confiait qu'il n'y avait que dans le programme de l'ulcère de Bureli, deux personnes, en fait trois entités. Il y avait lui, le responsable national de lutte contre l'ulcère de Bureli, il y avait lui, il y avait sa secrétaire et il y avait sa voiture. Alors, je vais répéter ça. Le programme de l'ulcère, de lutte contre l'ulcère de Bureli au Gabon, dans les années 2008, en 2008, était composé de trois éléments. Un, le responsable de la lutte contre l'ulcère de Bureli. Deux, la secrétaire. Trois, la voiture qui lui avait été donnée par une organisation suisse. Ces trois éléments-là constituaient en 2008 le programme de lutte contre l'ulcère de Bureli. En d'autres termes, il n'y a presque pas de programme de lutte contre l'ulcère de Bureli, même si sur le papier, ça existe. OK? Bref, je reviens ici. Donc, les zones à risque, il y a les lacs, les marais et les rivières. À Libreville, il y a des marais partout. Par exemple, la vallée Sainte-Marie. Vous êtes familier avec la vallée Sainte-Marie? Oui, monsieur. OK? La vallée Sainte-Marie, c'est des marais. Plaine-Oretti, c'est des marais. D'accord? Même si, quand vous allez à Plaine-Oretti, vous n'avez pas l'impression que c'est des marais, mais c'est des marais. OK? L'endroit a changé dans le temps, mais ça reste des marais. Et je ne parle même pas
des quartiers qui se développent maintenant dans les zones de mangroves, aussi bien dans le Grand Libreville à Libreville que dans les alentours. Bon, alors, j'ai peut-être pas une bonne connaissance de comment s'appellent les différents endroits de Libreville aujourd'hui, puisque Ntoum fait maintenant partie de Libreville. Alors, moi, j'ai grandi à Ntoum. J'ai grandi à Ntoum. J'ai fait mon école primaire là-bas, à l'école Saint-Thomas de Ntoum, pour ceux qui connaissent un peu Ntoum. OK? J'étais choqué récemment, lors d'un dernier voyage au Gabon, que les endroits où nous allions pour pêcher sont maintenant occupés par des populations et c'était des endroits avec plein de mangroves partout. OK? C'est juste pour vous dire à quel point les gens, en fait, vont s'établir dans les zones à risque. Les gens vont s'établir dans les zones à risque pour le développement de l'ulcère de Bureli. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on note une recrudescence dans les cas d'ulcère de Bureli? La déforestation est un problème majeur. Les inondations, les barrages hydroélectriques, okay, les systèmes d'irrigation, et tout ça, en fait, sont des éléments qui sont associés aux changements environnementaux ou induisent des changements environnementaux. Okay? Quels sont les vecteurs qui sont responsables de l'ulcère de Bureli dans les zones endémiques? Les plantes sont suspectées. Les insectes aquatiques sont également suspectés. Alors, quand je parle de plantes, je parle réellement de plantes aquatiques. D'accord? Mais, qu'à cela ne tienne, nous ne connaissons pas, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les vecteurs réels de l'ulcère de Bureli. Nous avons des suspects, mais nous n'avons pas des vecteurs avérés de l'ulcère de Bureli. Alors, comment ça se présente? Et là, on va rentrer dans la physiopathologie. Alors, ça peut commencer comme un papule, comme vous voyez là, OK? Une boursouflure, comme vous voyez là, OK? Ça peut provenir peut-être, enfin, ce papule peut en fait éclater et former une structure comme celle que vous voyez ici, d'accord? Et ici, structure à cause de l'inflammation qui va causer des démangeaisons, ok? Les nodules sont en général, vous ne ressentez pas de douleur, d'accord? Éventuellement, euh, cette papule, ok, qui va se percer, va commencer à, à être exacerbée. Vous allez avoir une nécrose de la peau. Remarquez que le muscle qui est en dessous de la peau n'est pas entamé. Mais la peau et les tissus sous-jacents sont attaqués. Ça, c'est le cas d'un jeune enfant. OK? Ça, c'est le cas d'un adulte ici. Et un autre adulte. Là, nous avons des cas en Australie et puis ici en Afrique. OK? Donc, vous avez une nécrose de la peau. À l'époque, quand je grandissais, euh, j'entendais parler de plaies inguérissables. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de plaies inguérissables. Est-ce que vous avez entendu parler de plaies inguérissables?
Oui, OK? monsieur. All Oui, right? monsieur. Donc, alors, on parle de plaies inguérissables, Oui, monsieur. mais on ne sait pas mettre le mot ulcère de Burili sur la plaie inguérissable. Ça ne veut pas dire que toutes les plaies inguérissables sont causées par l'ulcère de Burili. Non, pas du tout. OK? Parce que si vous êtes diabétique et que vous avez une coupure, vous pouvez avoir une plaie inguérissable parce que le diabète, à une certaine phase, les tissus ne se réparent pas bien. Donc, ça, c'est juste pour dire que avoir une plaie inguérissable ne veut pas systématiquement dire que c'est l'ulcère de Burili. OK? Donc, cette nécrose, nous avons constaté que la nécrose, en fait, peut évoluer et guérir souvent de manière spontanée. Et cette guérison qui peut être de manière spontanée, on va se poser la question, mais au fait, comment est-ce qu'on part d'une situation comme celle-ci ou celle-ci, à une situation comme celle-ci où l'individu a été guéri sans vraiment un gros traitement derrière. Mais souvent, les traitements consistent en l'utilisation des plantes médicinales ou des antimicrobiens. Oui, vous avez une question, c'est Grâce? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que cette nécrose de la peau ou l'ulcère de Burili peut s'apparenter à, à une gangrène? Oui, absolument. Absolument oui. Parce que, d'autant plus que, dans certains cas, l'ulcère de Burili peut conduire à une amputation. Mais ce que l'ulcère de Burili ne fait pas, c'est de manger le muscle. Techniquement, Mycobacterium ulcerans ne sait pas comment manger le muscle, mais il sait très bien comment manger la peau. Mais dans certains cas, effectivement, il y a eu des cas d'amputation parce que le problème était tellement poussé que le seul moyen d'adresser ce problème, c'était une amputation. OK? Et donc, vous avez des cicatrices, comme vous pouvez constater, vous avez des cicatrices qui laissent des déformations. Et cette personne ici ne pourra plus jamais utiliser son bras normalement. Regardez ce monsieur-là qui est un adulte. OK? Ce monsieur-là ne peut plus utiliser son bras gauche comme il l'utilisait avant. D'accord? Alors, il se trouve que l'ulcère de Burili est une maladie chez nous qui est stigmatisée. La plupart du temps, les gens qui ont l'ulcère de Burili ne veulent pas rendre ça public. OK? Bon, pas qu'il faut aller rendre ça public, mais du moins aller voir un médecin. Parce que souvent, l'ulcère de Burili est associé à la sorcellerie. On m'a lancé un sort. Et parce que le traitement est très difficile, alors je vais un peu revenir en arrière. Les mycobactéries, y compris Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium leprae, sont des bactéries qui sont très difficiles à combattre. Très, très, très difficiles à combattre, malgré les antibiotiques. Parce qu'ils ont à la surface, à leur surface, une waxy layer, c'est une couche lipidique qui est un peu comme la cire. Voilà. Une couche lipidique qui est comme la cire. Et la cire, si vous remarquez, si vous versez de l'eau sur la cire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, ça se solidifie. Non, la cire qui est déjà solide.
La cire qui est déjà solide, si vous mettez la cire dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais ce ne sera pas se mélanger, il n'y aura pas un mélange homogène. Il n'y aura pas de mélange. Alors, il se trouve que la plupart des antimicrobiens sont hydrophiliques, pas hydrophobiques. La plupart des antimicrobiens sont hydrophiliques. Et parce qu'ils sont hydrophiliques, ils ne seront pas capables de rentrer dans la mycobactérie à cause de, 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 de la cire qu'on trouve sur leur surface. Donc, ça rend les mycobactéries naturellement résistants à la majorité des antimicrobiens qu'on utilise dans nos hôpitaux. Et parce que on essaie d'utiliser ces antimicrobiens, mais le traitement est fastidieux, il est long, il est difficile. Les gens arrivent à la conclusion que puisque même les antimicrobiens n'arrivent pas à traiter cette maladie, donc c'est un problème de sorcellerie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les mycobactéries sont des durs à cuire, pour parler comme au quartier. Ce sont des durs à cuire. OK? Et parce que ce sont des durs à cuire, eh bien, même la médecine moderne ne sait pas véritablement attaquer ce problème de manière aisée. Alors, qu'est-ce qui provoque la nécrose des tissus? Eh bien, ce qui provoque la nécrose des tissus, c'est cette molécule qui s'appelle la mycolactone. C'est une toxine. La mycolactone est une toxine qui est produite par Mycobacterium ulcerans. Et alors, parmi les mycobactéries qu'on connaît, Mycobacterium ulcerans est la seule mycobactérie connue qui produit une toxine. Parce que Mycobacterium tuberculosis ne produit pas de toxine. Mycobacterium leprae ne produit pas de toxine. Mycobacterium marinum ne produit pas de toxine. OK? Par contre, Mycobacterium ulcerans, oui, lui produit une toxine. Et d'ailleurs, cette toxine va être intéressante dans le cadre de l'immunopathogénèse parce que cette mycolactone a un effet immunosuppressif. Alors, je vais vous répéter ça. La mycolactone a un effet immunosuppressif. Qu'est-ce que cela veut dire? La question vous est posée. Qui peut... Monsieur, oui? immunosuppressif, c'est pas que elle va, on va dire quoi, déséquilibrer l'immunité, voire la détruire. Déséquilibrer l'immunité, voire la détruire, plus ou moins. Suppressif veut dire quoi? Monsieur, ça veut dire que elle peut détourner les mécanismes mis en place par l'immunité? Oui, elle peut supprimer l'immunité. Donc, il ne faut pas aller réfléchir très loin. Elle va supprimer l'immunité. Donc, si elle supprime l'immunité, ça veut dire que pour permettre la phagocytose. Oui, allez-y. Si vous n'êtes pas en train de parler pour le cours, arrêtez votre micro, s'il vous plaît. Ne fais pas dessin, mais ça fait ça. OK. Donc, les mycobactéries, en fait, les mycolactones vont en fait supprimer la réponse immunitaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur un plan cellulaire et moléculaire? Sur un plan cellulaire, on peut imaginer une situation où les cellules phagocytiques qui font partie de la deuxième ligne de défense peuvent être empêchées de faire leur travail.
Ça, ce serait de faire de la suppression de la réponse immunitaire. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Oui, monsieur. Et en fait, on connaît la mycolactone pour effet de supprimer la phagocytose des cellules bactériennes. Donc, en présence de mycolactone, les cellules phagocytiques perdent la capacité à phagocyter les mycobactéries. Lorsqu'on supprime les mycolactones, les cellules phagocytiques reprennent leur capacité à phagocyter les mycobactéries. Donc, leur stratégie, et là, je suis en train de m'adresser à ceux qui sont en biomède dans le cas de la pathogenèse, que les mycobactéries, en fait, sont capables d'évader notre réponse immunitaire en supprimant la capacité à se faire phagocyter. Je veux que vous vous souveniez de cela. Je vais vous embêter avec ça à l'examen. OK? Maintenant que nous avons parlé de l'ulcère de Bureli. OK. Donc, ça, c'est la molécule de mycolactone. Cette molécule de mycolactone est très apparentée à des molécules qu'on utilise souvent dans la lutte contre les micro-organismes. Ce sont les macrolides. OK? Donc, le mycolactone est une macrolide. D'accord? Et il y a beaucoup d'antimicrobiens qui sont macrolides. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les mycolactones, malgré le fait qu'on a utilisé ça pour tester l'activité antimicrobienne, nous n'avons pas détecté d'activité antimicrobienne des mycolactones. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les mycolactones ont été utilisés dans le cadre de la lutte contre les cancers. Alors, je vais répéter ça. Les mycolactones ont été utilisés et envisagés dans la lutte contre les cancers, donc pour traiter les cancers. OK? Il y a un chercheur à Harvard qui a isolé la mycolactone et en fait produit de manière synthétique la mycolactone et travaille dans l'utilisation de la mycolactone pour le traitement de certains cancers. Je vais fermer cette parenthèse. Les mycolactones sont également des exotoxines. Qu'est-ce qu'on appelle exotoxine? Qu'est-ce qu'une exotoxine? Quelqu'un dans la salle de classe? Oui, merci. Monsieur, une exotoxine, c'est une toxine qui est produite par une bactérie ou bien mycobactère. OK, c'est produit par une bactérie, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle exotoxine?
Parce que il y a des exotoxines et il y a des endotoxines. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle exotoxine? Monsieur, c'est peut-être parce qu'ils produisent des toxines, on peut dire, dans l'environnement, hors de l'organisme, je ne sais pas. Voilà. Ils produisent des toxines qui sont libérées hors de la cellule. Donc, pour corriger un peu la façon de dire les choses, d'accord? La toxine est produite par la bactérie ou le micro-organisme, et puis cette toxine-là est libérée. Ce qui fait que la bactérie peut être, je dis n'importe quoi, en zion, mais malgré que la bactérie est en zion, la toxine peut aller jusqu'à Rio et aller causer des problèmes là-bas à Rio. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Donc, ça, c'est un exemple de comment l'exotoxine est libérée, va circuler et va aller causer des problèmes, même très loin de là où la bactérie se trouve. OK? Et puis maintenant, les endotoxines sont des toxines qui sont portées par l'organisme, d'accord? Qui font partie, qui font, qui sont une partie structurelle de l'organisme, mais ces toxines ne sont libérées que lorsque la bactérie ou l'organisme se meurt, en fait. OK? Vous avez parlé de ça dans les cours antérieurs, n'est-ce pas? Oui, monsieur, en pharmacologie. OK? En pharmacologie, vous n'avez pas vu ça en microbiologie? En tout cas, vous avez couvert ça, c'est le plus important. OK? All right. Donc, nous allons avancer. Donc, les mycolactones sont des immunosuppresseurs parce qu'ils sont capables d'inhiber notre réponse immunitaire. Je vois que Marcy a une question. Non, monsieur, j'ai laissé seulement ma main levée. OK, d'accord. Donc, ils sont capables de supprimer la réponse immunitaire en inhibant la phagocytose. Je veux que vous vous en souveniez. Je vais vous poser cette question-là à l'examen. OK? Monsieur, s'il vous plaît, Oui, vous avez dit que c'est un immunosuppresseur, pourquoi? parce qu'ils sont capables de supprimer la phagocytose. D'accord. Mhm. Donc, ce que les mycolactones font également, c'est provoquer un arrêt du cycle cellulaire. Alors, si les mycolactones provoquent un arrêt du cycle cellulaire, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Monsieur, ça Monsieur, va ça aura induire pour... un cancer. Une personne à la fois. Oui, allez-y, monsieur Obiang. Monsieur, si Monsieur, ça va pour... OK. OK, une personne à la fois. Allez-y. Vas-y, mon ami, Ok, vas-y, vas-y. monsieur. Ok, d'accord. Monsieur, je disais, ça va induire le début d'un cancer, monsieur. OK. Arrêt du cycle cellulaire, induction de Monsieur, cancer. je Oui, dirais allez-y. que si il y a arrêt de cycle cellulaire, ça veut dire que la cellule va mourir parce qu'elle ne pourra plus produire des métabolites. Exactement. S'il y a arrêt du cycle cellulaire, ça veut dire que la cellule va mourir. En réalité,
ce que un de vos camarades de classe disait tout à l'heure que ça va causer le cancer, en fait, ça va faire l'opposé de causer le cancer. Et c'est pour ça que les mycolactones sont utilisés dans la lutte contre les cancers. Parce que exactement, ils arrêtent le cycle cellulaire. Vous me suivez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK? Donc, et là, vous devez commencer à réfléchir que, mais vraiment, si la mycolactone, qui est une molécule qu'on peut purifier à partir d'une bactérie, est capable de causer l'arrêt du cycle cellulaire, de causer comment on appelle ça? Cell rounding. Les cellules deviennent rondes, donc le cytosquelette se désorganise, OK? Et conduisent à l'apoptose. Si les mycolactones font cela, ça veut dire que on a parlé du cancer, on a parlé de l'utilisation de plusieurs techniques pour combattre les cancers, mais au fait, peut-être qu'on peut aussi utiliser les mycolactones dans la lutte contre le cancer. Suivez-moi attentivement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous, étant au Gabon, où l'ulcère de Burili est une maladie endémique, donc les mycobactéries ulcerans sont endémiques au Gabon, pourquoi ne pas isoler ces mycobactéries-là et purifier les mycolactones des mycobactéries? Et si on purifie ces mycolactones-là, est-ce qu'on peut essayer ces mycolactones-là dans les cellules cancéreuses pour voir effectivement si ces mycolactones-là sont capables d'arrêter le cycle cellulaire, sont capables de causer une désorganisation du cytosquelette, y compris les microtubules, les microfilaments, ne serait-ce que ces deux-là, d'accord, et conduire à l'apoptose. Et si ça conduit à l'apoptose des cellules cancéreuses, est-ce que ce ne serait pas un moyen de combattre le cancer? Qu'est-ce que vous en pensez?